Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h. Nous sommes le mercredi 23 avril et dans l'actualité ce soir, il y a d'abord les mots de François Bayrou qui a découvert les violences dont sa fille a été victime il y a près de 40 ans à Bétarame. Vous l'entendrez réagir en tant que père et personnage public. Le long défilé des pèlerins à Rome, ils viennent du monde entier pour dire adieu au pape François. Sa dépouille est exposée depuis ce matin dans la basilique Saint-Pierre. Un petit plaisir qui croustille, les Français raffolent des chips grâce aux nouvelles saveurs qui se multiplient dans les rayons. Nous verrons celles que vous préférez. Et puis, une lueur d'espoir contre le blanchissement des coraux. À Tahiti, une espèce résiste au réchauffement climatique. Des chercheurs veulent l'implanter ailleurs pour préserver les lagons. François Bayrou s'est donc montré bouleversé après les révélations de sa fille. Elle raconte qu'elle a été victime de violences lorsqu'elle était élève à Bétarame. Un épisode qu'elle avait toujours gardé pour elle. Son père l'a découvert en lisant son témoignage. Regardez sa réaction, recueillie par Carole Guyon, Jules Longchamp et Élodie Delevoye. Son nom vient allonger la liste des nombreuses victimes de Bétarame. Hélène Perlan, la fille de François Bayrou, témoigne dans ce livre choc à paraître demain. À l'âge de 14 ans, lors d'un camp d'été organisé par la congrégation, elle raconte avoir été violemment agressée par un prêtre. L'artigué me saisit tout d'un coup par les cheveux. Il me traîne au sol sur plusieurs mètres et me roue de coups de poing, de coups de pied, sur tout le corps, surtout dans le ventre. Je me suis urinée dessus. Celui qu'elle accuse, l'abbé Lartigué, est décédé en 2000. Elle affirme, comme la plupart des victimes, n'en avoir jamais parlé à sa famille. Mon père, j'ai peut-être voulu le protéger inconsciemment, je pense, des coups politiques qu'il se prenait localement. Ce matin hors micro, François Bayrou se disait bouleversé. Il a pris la parole dans l'après-midi lors d'un déplacement en prison en Isère. En tant que père de famille, ça me poignarde le cœur. Peut-être grâce à elle, on en parle plus ou grâce à la contestation qu'on a voulu développer contre moi, on en parle plus. Sous pression depuis début février, François Bayrou a toujours maintenu n'avoir été informé d'aucune agression sexuelle, ni de l'ampleur des violences physiques. Pourtant, certains témoignages affirment le contraire, comme celui de cette ancienne professeure à Bétarame, expliquant avoir été témoin de scènes de violence, à ses côtés à l'époque, l'épouse du Premier ministre. C'est dans ce contexte qu'Hélène Perlan, 53 ans, aujourd'hui enseignante à Bordeaux, a contacté le 21 février dernier Alain Esquer. Ancienne victime, aujourd'hui lanceur d'alerte, il a recueilli près de 200 témoignages avant d'en faire un livre. Aujourd'hui, moi je n'ai pas les preuves tangibles pour démontrer que François Bayrou était au courant de ce qui se passait à Bétarame. Il avait évidemment, et il savait qu'il y avait des violences qui s'y produisaient, mais je pense que tout le reste, il l'ignorait. François Bayrou doit être auditionné le 14 mai prochain devant la commission d'enquête parlementaire. Ils ont été des dizaines de milliers toute la journée à faire la queue, place Saint-Pierre, pour dire adieu au pape. Ça continue d'ailleurs encore ce soir et jusqu'aux obsèques. La dépouille est exposée aux fidèles qui patientent des heures pour le voir quelques secondes. Un moment très intense qu'ils ont raconté Raphaël Chapira et Marion Huguet. Aux abords de la basilique, une foule de plus en plus compacte. Des dizaines de milliers de personnes se pressent pour rendre un dernier hommage à leur pape défunt. Je pense qu'on sera là jusqu'à la tombée de la nuit. Si tout va bien, je le verrai avant minuit. Face à la pression des fidèles, les membres de la protection civile perdent patience. Je n'ai plus de place pour les gens. Où est-ce que je les mets ? À l'intérieur, dans un flux continu, les fidèles défilent téléphone en main pour saluer François, interdit de s'arrêter. Seuls les employés du Vatican et les délégations officielles peuvent se recueillir à ses côtés, comme la présidente du Conseil, Giorgia Meloni. Ce matin, c'est au son des cloches de Saint-Pierre que sa dépouille, escortée par des dizaines de cardinaux, est entrée dans la basilique. Après avoir parcouru l'allée centrale, accompagnée des chants du chœur de la chapelle Sixtine, comme il l'a souhaité, son cercueil a été posé sur le sol et non sur un promontoire, comme ses prédécesseurs. À la sortie, cette mère et sa fille, venues de Clamart, sont heureuses d'avoir pu lui dire au revoir.
Il y a une forte émotion. En fait, on est pris, il y a la foule, on fait 3 heures de queue, on oublie un moment, le moment, et puis quand on arrive là, devant la dépouille, on est saisi et on est touché. Il y a une forte émotion et il a l'air aussi apaisé en même temps. Franchement, ça m'a rendue très heureuse et ça m'a touchée. J'ai failli pleurer sincèrement. Comme vous pouvez le voir derrière moi, des milliers de fidèles attendent encore de pouvoir entrer dans la basilique. Une affluence qui devrait se poursuivre dans les jours à venir jusqu'à vendredi soir 19h, la veille des funérailles. Oui, effectivement, les funérailles auront lieu samedi matin et des centaines de milliers de fidèles seront là. Ils affluent depuis lundi. Trouver un logement à Rome tourne d'ailleurs au casse-tête. Surtout que la ville se met en état de siège vu le nombre de personnalités qui seront présentes. Une ambiance que nous font vivre Claire Vérove, Charline Madini et Baptiste Lègle. Dans 3 jours, le Vatican sera le centre du monde. 130 délégations étrangères, 250 000 visiteurs que Rome doit accueillir en toute sécurité. Barricades, militaires munis de brouilleurs de drones. Et pour aiguiller la foule, 2500 volontaires venus de toute l'Italie. Vous allez devoir contourner la place Saint-Pierre. Je suis parti de Bergame, dans le nord du pays. Je suis fier de contribuer à cet événement. À l'aéroport, les avions arrivent complets et les places sont de plus en plus chères. Notre vol était plein. On vient de Caroline du Nord aux États-Unis. On ne voulait absolument pas céder notre siège, mais vu les offres qu'on nous a faites pour le racheter, on aurait pu se faire beaucoup d'argent. Des fidèles prêts à tout pour assister à l'événement. Dans cet hôtel, le prix des chambres est passé de 150 à 200 € la nuit. Pourtant, les demandes continuent d'affluer. Ce matin encore, une cliente polonaise m'a appelée désespérée. Elle cherchait une chambre pour 3 personnes. Elle a insisté et nous a dit qu'elle était une habituée. Que pour elle, c'était tellement important de voir le pape. C'est vrai que malgré la tristesse, pour nous, c'est une bonne période. Le quartier du Vatican en effervescence. Pour être prêt pour la cérémonie, les hommes d'église se pressent chez le tailleur favori du pape. Tout ça, ce sont des soutanes en confection. Celle-ci, avec des broderies rouges, ce sera pour un évêque. Ce matin, 5 cardinaux sont venus. Parmi eux, se trouve peut-être le futur pape. Mais ça, personne ne le sait encore. Au-delà des obsèques du pape ce week-end, le mystère autour du choix de son successeur devrait attirer des dizaines de milliers de visiteurs jusqu'à la fin du conclave. Et les obsèques, vous pourrez les suivre en intégralité, bien sûr, sur France 2 dès 8h du matin avec Julien Bugier en direct. La hausse maintenant des vols dans les magasins. Le phénomène est tel que la police n'arrive plus à faire face. Certains directeurs de boutiques ont donc pris une décision radicale, celle d'afficher le visage des violeurs. C'est illégal, ils le savent, mais assument. Ils ont dit pourquoi à Anaïs Sanquet, Léana Bonas et Frédéric Bonne. Discrètement, cette cliente glisse un parfum dans sa poche. Ici, une autre femme subtilise un torchon pour le placer dans son sac. Les vols ne durent que quelques secondes, mais ils ont tous été filmés par les caméras de surveillance de ce magasin situé en Seine-et-Marne. Des vols à l'étalage de plus en plus nombreux, selon cette vendeuse. Et donc ça, elle l'a reproduit 3-4 fois dans la même après-midi. Ouais, c'est pas forcément les personnes à qui on s'attend. Des fois, c'est des petites mamies avec leur chariot, on les voit même pas, elles mettent dans le sac direct. Au total, l'an dernier, 8 000 € de marchandises ont été dérobées dans cette boutique. Le gérant a donc fait un choix radical. Depuis quelques mois, il publie les photos des voleurs sur les réseaux sociaux. Le point le plus poussé, je dirais, sur cette décision, c'était aussi de dire, bon, chez nous, si vous venez, on n'hésitera pas, on va publier votre photo. C'est vraiment de dissuader, l'objectif est de dissuader. Et moi, j'ai pas les moyens financiers d'aller prendre des agents de sécurité, mettre des portiques anti-vol à tout va. La pratique est illégale car c'est une atteinte à la vie privée. Pourtant, elle prend de l'ampleur. Sur Internet ou même en vitrine, beaucoup de commerçants n'hésitent plus à afficher les visages des voleurs. C'est le cas de Bastien Landos. Cet opticien, lassé des vols à répétition, donc là il prend une paire, 2 paires, a lui aussi déjà diffusé ce type de photos, jusqu'à ce qu'il reçoive
cette lettre des autorités. On a le courrier de la préfecture qui est juste ici, qui nous dit qu'en fait on risque 45 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Je trouve ça scandaleux parce que les voleurs finalement risquent beaucoup moins que nous, donc voire même rien du tout, puisque la plupart du temps ils sont pas arrêtés, ils sont pas poursuivis. Avec d'autres commerçants, ils ont monté un collectif et réclament une loi pour rendre la diffusion des photos de voleurs légale. On devrait connaître dans la soirée le jugement dans l'affaire de l'agression du rabbin d'Orléans. Vous vous souvenez qu'il avait été frappé et insulté le mois dernier sous les yeux de son fils. Un jeune migrant avait été interpellé. Il comparaît aujourd'hui devant le tribunal pour enfants. La victime s'est exprimée lors de son arrivée. Peggy Moget et Garo Kevorkian ont été présents. Le rabbin Ari Engelberg a décidé de faire face à son agresseur présumé. Au tribunal, entendre sa version des faits, soutenir son regard, comme il l'a fait il y a 1 mois. En pleine rue à Orléans, asséné de coups devant son fils de 9 ans, par l'homme que l'on voit ici de dos. Le pauvre gamin, là. Il avait tenté de se défendre. Son agresseur avait ensuite pris la fuite. Je me suis défendu, c'est que j'ai pas baissé la tête. Je l'ai fait pour mon fils, et je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour toute la communauté juive et pour tous les citoyens français qui refusent de baisser la tête face à la délinquance. Quand on vit dans une démocratie, dans un pays comme la France, on n'a pas le droit de se faire agresser. Que ce soit pour la religion ou pour tout autre caractère. D'après le rabbin, le suspect aurait proféré des injures à caractère antisémite et craché dans leur direction. L'agression avait suscité une immense émotion. 48 heures après, plus d'1 millier de personnes marchaient dans les rues d'Orléans pour dénoncer l'antisémitisme. Le suspect, un mineur de 16 ans, comparaît à huis clos devant le tribunal pour enfants. Depuis son interpellation, sa version ne diffère pas. Il nie être l'auteur de l'altercation et soutient s'être défendu. Face aux enquêteurs, il n'a pourtant cessé de se contredire sur sa nationalité, notamment, d'abord palestinienne puis marocaine. D'après son avocat, il s'agit d'un mineur isolé, en France depuis moins d'1 an, impliqué dans 3 procédures judiciaires. Pour l'agression du rabbin, il encourt 1 an et demi de prison. Les craintes des syndicats se confirment chez Arcelor. La direction envisage de supprimer 600 emplois en France. Elle l'a annoncé aujourd'hui. Décision due, selon elle, au manque de compétitivité de l'acier en Europe. 7 sites sont touchés, la plupart dans les Hauts-de-France. Regardez les premières réactions des salariés avec Maëva Damois, Luc Bazizin et Sylvain Giraud. C'est un nouveau coup dur pour l'acier français. ArcelorMittal envisage 600 suppressions de postes dans ses usines. À Dunkerque ce soir, site qui serait particulièrement touché, ce représentant syndical est en colère. La stratégie de la direction, c'est de laisser crever notre site à court, moyen terme, je ne sais pas. Et c'est tout un secteur qui s'inquiète pour son avenir. Ce technicien qui souhaite rester anonyme travaille dans les hauts fourneaux depuis 4 ans. Je pense que ça ne va pas se limiter à 600 postes. Et oui, effectivement, ça m'inquiète beaucoup. Car moi, je suis en technicien de maintenance pour une boîte de sous-traitants justement pour Arcelor. Et je pense que si ça ne va pas chez Arcelor, ça n'ira pas aussi chez nous. Et... donc peut-être qui sait, peut-être moi aussi perdre ma place, quoi. 7100 personnes sont employées dans les 7 sites de production concernés. Un projet que la direction du groupe justifie par la crise qui frappe l'industrie de l'acier en Europe. L'entreprise doit envisager des mesures de réorganisation pour adapter son activité au nouveau contexte du marché et assurer sa compétitivité future. En comité social et économique cet après-midi, la direction a notamment annoncé des délocalisations selon les syndicats. On nous a présenté des fonctions, des chiffres assez globaux, de fonctions qui vont être, des postes qui vont être supprimés et en partie délocalisés en Inde et ou en Pologne. Interrogé, le ministre de l'Industrie affirme que l'État sera vigilant pour qu'il n'y ait aucun site qui ferme en France. Nous vous avons déjà parlé des polluants éternels qui ne se dégradent pas dans la nature. On savait qu'ils sont présents dans l'eau, ils le sont aussi dans le vin. En tout cas, c'est ce que dit une étude réalisée par des associations environnementales. Y a-t-il des risques pour la santé? C'est ce qu'ont voulu savoir Noé Poitvin, Pierre-Yves Salic et Bruno Vignier. Donc là, Sauvigné gris, on est dans le sud de la France, ça fait 11,5 degrés. En dégustant leur verre chez ce caviste, ces 2 trentenaires ingèrent peut-être des polluants éternels. Le TFA, produit de dégradation de pesticides, a été relevé dans certaines bouteilles de vin par des scientifiques. Même le vin biologique peut être concerné. Ce consommateur vient de l'apprendre et se dit préoccupé.
Bien sûr que c'est inquiétant, mais comme tout le reste, et malheureusement, on espère que ça va s'améliorer avec le temps, mais on ne peut pas non plus s'arrêter de consommer pour autant. Rouge, blanc, rosé, 49 bouteilles ont été testées en provenance de 10 pays européens dont la France. Résultat, dans toutes les cuvées antérieures à 1988, aucune trace du polluant. Après 1988, toutes les bouteilles testées en contiennent, notamment 2 françaises. C'est même exponentiel, avec des niveaux très élevés pour les vins les plus récents. En moyenne, les concentrations qu'on a pu trouver dans le vin sont 100 fois plus élevées que ce qu'on avait trouvé dans l'eau potable. Donc c'est des niveaux très significatifs. Comment expliquer ce résultat ? La cause la plus probable, les pesticides. Certains viticulteurs assurent pourtant ne pas avoir le choix. Du moment qu'on cherche de plus en plus petit, forcément, on va trouver toujours des traces. Croire qu'on peut se passer complètement de produits phytosanitaires, il faut arrêter, quoi. Ça, c'est absolument utopique. Pour l'heure, il existe peu d'études sur le TFA et son impact sur la santé. Mais les PFAS dont il fait partie sont des perturbateurs endocriniens et peuvent augmenter le risque de cancer. C'est pas un verre de vin qui pose problème, c'est notre exposition via plusieurs aliments contaminés par les PFAS qui posent problème. Et donc là, c'est possible puisque les PFAS contaminent l'eau qui arrose les fruits et les légumes. Les auteurs de ces tests appellent à une interdiction immédiate de tous les PFAS, dont le TFA, soumis aujourd'hui à aucune norme. À propos de santé, le bilan de l'épidémie de chikungunya à La Réunion, il s'est alourdi. On en est maintenant à 10 morts. Cette maladie peut-elle se répandre ailleurs ? D'autres cas ont été signalés en Guadeloupe et à Mayotte. La métropole peut-elle être touchée à son tour ? Réponse Caroline Sins et Christophe Vignal. Dans cette pharmacie de La Réunion, les malades du chikungunya défilent. Ils ont attrapé le virus transmis par le moustique tigre et se plaignent tous des mêmes symptômes. J'ai mal partout, j'ai ma tête qui tourne, j'ai mal au ventre et j'ai tremble beaucoup. Un Réunionnais sur 7 est frappé par l'épidémie et la maladie tue. Déjà 9 personnes âgées, mais aussi un nourrisson d'à peine 1 mois décédé dimanche dans un hôpital. L'épidémie pourrait se propager hors de l'île. 22 cas importés à Mayotte, 1 cas en Guadeloupe. Et selon le ministre de la Santé, même la métropole pourrait être touchée. Avec le réchauffement climatique, avec beaucoup de facteurs, eh bien ces épidémies qui sont peut-être un peu spécifiques en Outre-mer pourront se développer peut-être partout ailleurs. Donc il faut être vigilant. Dans les aéroports, pas de contrôle spécifique. Mais dans les avions, un message délivré aux passagers de retour de La Réunion. En cas de fièvre, maux de tête ou douleurs articulaires, ils sont priés de consulter un médecin. Le virus se transmet par le moustique tigre, présent dans 78 départements. Il pourrait donc se répandre facilement dans l'Hexagone. Il suffit que des personnes qui ont été infectées, qui sont malades, arrivent ensuite en métropole, qu'elles soient piquées par un moustique tigre pour que ce moustique aille ensuite piquer d'autres personnes et transmette ainsi le chikungunya. L'Agence nationale de santé estime qu'une épidémie due au moustique tigre est probable dans l'Hexagone dans les 5 ans à venir. Un grand ouf de soulagement sur les marchés mondiaux. Les bourses rebondissent après que Donald Trump a reculé sur la question des droits de douane imposés à la Chine, ce qui devrait aussi rassurer les consommateurs américains. Ils se ruaient sur le Made in China pour acheter avant la hausse, comme nous le montrent nos correspondants Luc Lacroix et Alice Sangoire. Pour cette étudiante, pas de temps à perdre. Elle se dépêche de faire une commande sur le site chinois Shein avant qu'il ne soit trop tard. J'ai acheté un verre doseur, un porte-clés et un sac. Il faut se dépêcher avant qu'ils n'augmentent les prix avec les droits de douane. Comme elle, des milliers d'Américains se ruent en ce moment sur Shein et sur son concurrent chinois Temu avant qu'ils n'augmentent leur prix vendredi. Il ne reste que quelques jours avant que les prix n'augmentent sur Shein. Passez vos commandes chez Shein. Tous les trucs que l'on achète tous les jours de Chine, vous allez voir une sacrée hausse sur l'étiquette. Plus 38% de ventes pour Shein début avril. Plus 60% pour Temu. Même ce livreur s'en est rendu compte. On a plus de livraisons de colis ces derniers temps. Pas beaucoup plus, mais je dirais environ 30%. Shein et Temu vont augmenter leur prix car jusque-là, leurs colis envoyés directement aux consommateurs américains de moins de $800 étaient exemptés de taxes. À partir du 2 mai,
ils subiront des droits de douane de 120% ou $100 par colis. Un coup dur pour les deux sites, prisés justement pour leur petit prix et dépendant d'une production chinoise. Ce n'est pas une option réaliste pour Shein de délocaliser sa production hors de Chine. La Chine peut faire du textile pour Shein parce qu'elle possède une des chaînes de fournisseurs dans l'habillement parmi les plus complètes au monde. Même si Donald Trump a annoncé vouloir baisser les droits de douane sur la Chine, Temu et Shein n'ont pour l'instant pas reculé sur les prix, car personne ne sait ni quand, ni de combien les taxes américaines pourraient diminuer. Donald Trump, qui devra bientôt se passer des services d'Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, va prendre du champ avec la politique dans quelques semaines pour retourner à ses affaires. Il faut dire qu'elle souffre, notamment Tesla, qui paie la note de ses déclarations fracassantes. Catherine Rougerie, Morgane Bouvier et Régis Mattel l'ont constaté auprès des clients. Elon Musk va vraiment reprendre le volant de Tesla. Il a annoncé lui-même cette nuit. And I think starting probably in next month, in May, my time allocation to Doge will drop significantly. Et il y a urgence. En 4 mois, le cours de bourse de Tesla a été divisé par 2. Et au premier trimestre, le bénéfice net a plongé de 71%. La marque le reconnaît. Le changement des sensibilités politiques pourrait avoir un impact marqué sur la demande pour nos produits à court terme. Ces derniers mois, les sorties de route d'Elon Musk ont fait chuter les ventes de Tesla de moitié en France et sérieusement écorné l'image de la marque partout dans le monde, avec des appels au boycott jusqu'au cœur de Manhattan à New York. À la recherche d'une voiture électrique, Véronique Maslow a acheté cette Tesla il y a 2 ans. Vu l'attitude d'Elon Musk, si c'était à refaire, elle choisirait une autre marque. Si je l'avais su avant, je suis pas sûre que j'aurais acheté un véhicule Tesla, pour être honnête. Elon Musk, clairement, c'est un boulet dans le paysage Tesla. Ce chauffeur de VTC aussi a revu sa position. Dans 3 ans, je sais pas si je repartirai sur une Tesla ou pas. Elon Musk avait prévu de quitter ses fonctions au plus tard cet été. Aujourd'hui, il accélère. Trop de polémiques, la faute aussi à une gamme vieillissante, selon cet expert. Il a longtemps capitalisé sur cette image de constructeurs innovateurs et il s'est fait depuis rattraper, en particulier par les Chinois qui sont venus les rois d'abord de la batterie, et aujourd'hui Tesla est dépassé par cette nouvelle concurrence. 5 mois après sa nomination par Donald Trump, la fusée Musk semble devoir choisir le business à la politique. Avez-vous déjà goûté des chips au Roquefort ou encore à l'Aligot? Vous le voyez sans doute dans les supermarchés, les saveurs se diversifient et c'est l'une des raisons de l'explosion de ce marché, plus 42% en 10 ans, alors que tant d'autres produits alimentaires ont souffert sur la même période. Un succès que sont allés vérifier en rayon et chez les industriels Anne-Claire Le San et François Bader. Les pétales de pommes de terre, un aliment incontournable de l'apéritif. Les chips séduisent de plus en plus les consommateurs. Les saveurs se multiplient, des classiques aux plus originales. Dans les rayons, chacun a ses préférences. Les saveurs préférées, ça reste barbecue. Donc là, directement, mon regard est tourné vers le bas. Et en général, je vais m'orienter vers ça. J'ai goûté à l'Aligot récemment ou bien au curry. Bon, ça change un peu. Ou sinon, il y a les sels au fromage du Jura qui sont assez sympas pour le coup. Dans cette enseigne, près de 70 références de chips. Et parmi les plus grosses ventes, celles au vinaigre, poivre et fromage. Pour cette coach, impossible de passer une semaine sans chips. C'est un aliment plaisir. Je sais que c'est pas très sain. C'est en abuser, je parie. Mais si j'en mange vraiment. Je me fais plaisir. Malgré l'inflation et la crise sanitaire, la consommation de chips explose. Plus 42% en 10 ans. Le chiffre d'affaires frôle le milliard. Un marché encore dominé par les chips nature. Mais ce sont les aromatisés qui boostent les ventes. Plus 8,8% l'an dernier. Cette chipserie artisanale au cœur de la Beauce produit chaque jour une nouvelle saveur. Les chips, ce sont au piment. Ça arrive là et elles sont assaisonnées dans l'assaisonneur. Ici, les 17 salariés travaillent en 3-8 pour répondre à la demande croissante de chips, plus 20% chaque année. Le piment d'Espelette, elle marche très bien chez nous. C'est notre 2e meilleure vente. Ce qu'on vend le plus, c'est les classiques au sel, parce que c'est un peu universel à l'apéro, en plat. Un succès fulgurant qui oblige Clémence Maison à s'agrandir.
Depuis 2 ans, on refuse un peu des contrats parce qu'en fait, on n'a plus de capacité de production et on veut honorer tous nos contrats actuels. Les Français consomment en moyenne 1 kg de chips, loin derrière les Anglais avec 2,6 kg chaque année. Il y a encore de la marge. C'est l'un des loisirs préférés des Français, le bricolage. Pourtant, les magasins spécialisés souffrent depuis 2 ans. Les gens dépensent moins et ils se tournent de plus en plus vers les produits d'occasion. Pour les perceuses ou les scies électriques, mais aussi pour les matériaux. Manon Martel, Agnès Giraud-Carlier et Annie Triboire nous montrent comment faire des économies. Dernier coup de marteau. Une décoration en bois flambant neuve, mais réalisée avec des outils d'occasion. Alors la scie sauteuse et puis évidemment la perceuse. Pareil, ça c'est les 2 instruments dont je me sers beaucoup. Je crois que j'ai acheté 25, donc c'est quand même pas cher. Et puis c'était en bon état, je me suis assuré que c'était en bon état. Et ça, je crois 40. Pour du neuf, il aurait payé une centaine d'euros supplémentaires. Mais après 1 an d'utilisation, il les revend à son tour. Pour lui, c'est presque une philosophie. C'est se passer les outils comme ça, qui ont eu une vie, qui vont en avoir une autre. Moi, je fais souvent ça. Je suis toujours sur ce genre de site, de toute façon. Autant que ça profite à quelqu'un d'autre. Désormais, il y a même des sites spécialisés, avec des milliers d'annonces et des prix au rabais. Une perceuse proposée à 35 €, contre environ 80 dans le commerce. Ou encore, cette débroussailleuse à 150 € au lieu de 280 €. Un succès, pas seulement sur Internet, mais aussi en rayon dans de vrais magasins. Cette enseigne anti-gaspi a décidé d'ouvrir 5 entrepôts XXL en moins de 4 ans. Du bois, des éléments de salle de bain et tous les trésors de quincaillerie vendus à prix cassé entre 30 et 70% de réduction. Ce couple rénove sa maison. Ouais, il t'en faudrait plus, je pense. Ouais, il en faudrait plus pour maintenir les planches. Il a déjà déboursé plus de 5 000 € dans ce magasin. C'est vrai qu'ici, ça nous a sauvé la vie parce qu'on a pu acheter, on a pu faire plus de pièces que prévu à la base. L'astuce de cette enseigne, racheter des matériaux pas ou plus utilisés à des entreprises du BTP. Ils sont ainsi sauvés de la benne. Ça, c'est des matériaux qui s'appellent des caniveaux béton et qu'on a rachetés à la SNCF sur un de leurs chantiers. Ils en avaient acheté trop pour un chantier. On aura économisé une centaine de tonnes de béton qui auraient été probablement jetés si on ne les prenait pas. Et donc, c'est autant de sable qui n'est pas extrait du fond de la mer. Un peu de créativité et ses clients pourront les transformer en évacuation d'eau. Et pour dépanner les bricoleurs du dimanche, il existe d'autres solutions. À Paris, cette association ouvre ses placards aux habitants du quartier. Ici, on a tout ce qui est mèche et cheville. Ici, on a tout ce qui est un peu petit outillage. Donc, on va avoir des clés, des tournevis, marteaux et autres pinces. Une adhésion de 10 € par an pour emprunter tous les basiques du bricolage de temps en temps. J'ai juste besoin de faire ma bibliothèque. Du coup, le fait que ce soit un emprunt ponctuel me convient plutôt que d'aller acheter une perceuse. En moyenne, une perceuse est utilisée sur toute sa durée de vie, 10 minutes seulement. Notre enquête maintenant sur le spectre du retour des suicides chez Orange, ex-France Télécom. Vous vous souvenez de ces drames qui avaient secoué l'entreprise il y a une quinzaine d'années? Des mesures de prévention ont été mises en place, mais depuis peu, de nouvelles victimes sont à déplorer. Nous avons rencontré une femme dont le mari a mis fin à ses jours. Elle s'est confiée à Gaspard de Florival et Marc Dana. Pascal Provost a choisi de prendre la parole, dit-elle, pour alerter et pour que cela n'arrive plus. Il y a 1 an et demi, son mari Philippe s'est donné la mort, chez lui. Il avait 53 ans, dont 32 passés chez Orange, anciennement France Télécom. Il y travaillait comme ingénieur et aimait son métier. Il s'est vraiment senti bien dans cette société, quoi. Il était fier d'appartenir à cette entreprise? Oui. Comme il disait, corporate. C'était son mot. Mais en 2021, son état se dégrade. Une pression croissante au travail selon Pascal Provost. La branche dans laquelle travaillait son mari était visée par un plan de départ volontaire. Lui devait se reconvertir. Par rapport au travail, il savait que ça pouvait s'arrêter et qu'il fallait qu'il se reforme sur autre chose. Et quand on n'est pas bien et qu'on a 53 ans, il se posait plein de questions. Puis il était fatigué, il dormait plus, il a commencé un traitement.
c'était trop, c'était pas lui, quoi. Philippe se suicide en septembre 2023. Si les raisons d'un tel geste sont souvent multiples, son acte a été requalifié en accident du travail en octobre dernier. Je vous informe que le décès qui a suivi l'accident de M. Philippe fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels. Un soulagement pour ses proches, mais l'incompréhension, elle, demeure. C'est pas normal en 2023 que ça se passe comme ça, en fait. Il devrait y avoir beaucoup plus de communication. Un drame qui interroge. Certains syndicats font le lien avec les restructurations en cours dans l'entreprise. Car aujourd'hui, les nouvelles technologies comme la fibre et le stockage de données poussent Orange à se transformer, et vite. Certains métiers doivent donc évoluer. Des changements mal vécus par plusieurs salariés que nous avons contactés et qui souhaitent rester anonymes. On m'a informé que mon métier doit disparaître dans 1 an. Mais je n'ai aucune info pour la suite. Pas de formation prévue, rien. Je fais comment ? J'ai de plus en plus de travail. Il n'y a plus de limites. On doit tout faire dans l'urgence. Ça m'angoisse. Alors doit-on craindre une nouvelle crise sociale chez Orange, qui emploie plus de 60 000 personnes en France ? Plus de 15 ans, après la vague de suicides qui avait traumatisé France Télécom. Le contexte a changé et la parole est plus libre dans l'entreprise selon ce syndicaliste, présent à l'époque, mais il s'inquiète de voir certaines situations se répéter aujourd'hui. Quand vous avez des collaborateurs qui vous envoient des mails de désespoir, quand vous avez des collaborateurs qui vous appellent et qui au bout de quelques minutes fondent en larmes, oui, ça nous inquiète. C'était des phénomènes qui avaient disparu, ce sont des phénomènes qui réapparaissent. D'autres syndicats sont moins alarmistes, mais l'inquiétude sur l'avenir des salariés est aussi vive. La situation actuelle est en tout cas pointée du doigt par les médecins du travail. Dans leur rapport de 2023 que nous nous sommes procurés, de nombreux signaux d'alerte sur des conditions de travail dégradées dans certains services. Une surcharge de travail est signalée par certains à la suite des réorganisations et des départs non remplacés. Manque de visibilité par rapport à l'avenir, manque de transparence quant aux projets en cours, sentiment de qualité empêché. 26 salariés se sont suicidés depuis 2022, nous confirme la direction. 3 cas ont pour l'instant été requalifiés en accident du travail entre 2022 et 2024 et 4 expertises sur d'autres suicides seraient en cours selon les syndicats. De son côté, la direction assure qu'après chaque drame, une enquête est lancée et défend les moyens engagés depuis plusieurs années pour prévenir les risques. Quand on se compare, c'est 10 fois plus de médecins de travail chez Orange qu'ailleurs. C'est 500 personnes en France qui sont dédiées à la prévention des risques, à l'accompagnement des personnes. Des médecins, des assistantes sociales, des psychologues. Le groupe a appris effectivement à accompagner au mieux pour prévenir les risques. Donc ça n'a rien à voir avec la crise qu'a traversée Orange à la fin des années 2000. Parce que je disais parce qu'il y a des mots violents quand même. Troubles du sommeil, de l'alimentation, de l'humeur, l'anxiété, un syndrome dépressif ou anxio-dépressif. C'est si vous avez un ressenti de tel ou tel salarié, effectivement, il faut l'accepter, il faut l'écouter, il faut l'ajuster. Ce n'est pas la réalité générale. Mais Orange est une grande maison. Il peut y avoir ici ou là un salarié qui vit mal une transformation, qui vit mal une situation. C'est notre devoir d'accompagner. Orange nous a permis d'assister à l'une des réunions de l'équipe chargée de la qualité de vie dans l'entreprise. Elles ont lieu plusieurs fois par mois. Au programme ce jour-là, aider les managers à gérer la charge de travail de leurs équipes. L'idée, c'est de ne pas en faire un tabou, mais au contraire, qu'on en discute, qu'on en parle. Objectif, améliorer le quotidien des salariés. C'est vraiment un des dispositifs de prévention que l'on met en place et de prévention primaire pour éviter effectivement que derrière on ait des situations plus compliquées qu'on traite aussi. Mais l'idée, c'est surtout de les éviter. En début d'année, la direction et les syndicats ont signé un accord. Il prévoit notamment 6 000 embauches d'ici 2027 et le lancement d'un programme de reconversion professionnelle pour ses salariés. Une alerte rouge lancée sur l'état des coraux dans le monde. Plus de 80% subissent un phénomène de blanchissement dû au réchauffement climatique. Leur préservation est pourtant essentielle et pas seulement pour la plongée sous-marine. Des expérimentations sont menées notamment en Polynésie avec une espèce qui semble bien résister. Des chercheurs se demandent si on ne pourrait pas l'implanter ailleurs. Un travail que nous montrent Sophie Lançon, Victor Frédéric et Philippe Maire. Derrière la carte postale, des récifs coralliens partout un peu plus blancs, moins colorés, symbole de leur mauvaise santé et peut-être de leur mort prochaine. Ici, en Nouvelle-Calédonie, ces chercheurs les surveillent de très près. Ce qu'ils guettent, la température de l'eau, responsable de la dégradation des coraux.
Le but de cette manip, en fait, ça va être de poser la sonde à la surface et de la faire descendre tout doucement jusqu'au fond. 2024 a été l'année la plus chaude pour les océans. Résultat, depuis 2 ans, plus de 80% des coraux ont été endommagés, victimes de blanchissement. Sous l'effet du changement climatique, le phénomène s'accélère. C'est le 4e épisode de blanchissement global qu'on peut documenter depuis une vingtaine d'années. On n'en connaissait pas avant. Ces récifs coralliens font vivre indirectement 1 milliard de personnes sur Terre. Pêche, tourisme, biodiversité sont menacés. Alors, en Polynésie française, une découverte redonne une lueur d'espoir. Le lagon de Tatakoto, photographié sous toutes ses coutures par Alexis Rosenfeld. On s'aperçoit que le lagon il est fermé, ce qui fait qu'à l'intérieur, ça se comporte comme une cocotte minute. L'eau devient très chaude. Dans cette eau, qui peut atteindre jusqu'à 35 degrés, normalement tous les coraux devraient être morts. Et pourtant, des dizaines résistent. C'est vraiment l'histoire d'Astérix et Obélix du début de l'album, quand ils disent ce petit village irréductible. Ben là, ce sont les coraux irréductibles de Tatakoto. Dans cette mission financée par l'UNESCO, les scientifiques veulent savoir si ces coraux ont muté génétiquement depuis des milliers d'années pour s'adapter. Ils pourraient alors être transplantés dans d'autres récifs ailleurs pour leur redonner vie. D'autres travaux sont aussi en cours dans la mer Rouge ou en Nouvelle-Calédonie. De petites avancées, même si pour tous les chercheurs, il n'existe qu'une seule manière de sauver les récifs coralliens, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Quittons maintenant les lagons pour aller en montagne avec un voyage en Suisse, un pays où la ponctualité, chacun le sait, est sacrée, notamment pour les trains. Ils sont à l'heure plus de 9 fois sur 10 et c'est d'autant plus fort que le réseau ferroviaire est l'un des plus denses du monde. On trouve même des lignes qui montent jusqu'à plus de 3400 mètres d'altitude. L'équipe de Nous les Européens, Hélène Hugues et Rémi Bonnefoy, ont voulu comprendre les raisons de ce succès. Regardez. Un trait rouge dans la blancheur éblouissante des Alpes suisses. Le glacier express fend la neige, tutoie les sommets, glisse au fond des vallées. Un train de montagne mythique qu'aucun obstacle n'arrête. Pour relier les luxueuses stations de Saint-Moritz et Zermatt, il enjambe des centaines de ponts et viaducs, ralenti à proximité d'une petite gare d'altitude, avant de reprendre sa course, en descente à pleine vitesse, vers les gorges du Rhin, intactes et sauvages. Tous les paysages des Alpes suisses défilent sous les yeux des voyageurs venus du monde entier. Ah, vous êtes portugais. Bonjour, comment allez-vous? Tout va bien? Parfait. Merci beaucoup. À travers les vitres panoramiques, le spectacle est inoubliable sur près de 300 km parcourus en 8 heures. Et c'est pour ça qu'on dit le train rapide le plus lent du monde. Largement le temps donc de déguster un déjeuner à bord, de 3 à 5 plats et de profiter des à-côtés. Le billet coûte entre 200 et 500 euros selon la prestation. Ce couple de touristes américains a voyagé en première classe. Le repas était excellent, une expérience luxueuse. Je veux dire, les détails de la voiture, le service, les sites que vous pouvez voir, la nature, la neige, les arbres. C'est une expérience formidable. Le Glacier Express, point d'orgue de leur voyage de 5 jours à travers la Suisse, uniquement par le chemin de fer. Vous ne pouvez pas vous déplacer dans le pays si vous ne savez pas utiliser le système ferroviaire. Les trains sont à la Suisse ce que les voitures sont à l'Amérique, vraiment. Ils ont un système formidable. Le réseau ferré le plus dense au monde. Construit au 19e siècle, il irrigue aujourd'hui la Suisse jusque dans ses plus lointains confins et participe au développement économique de ce pays couvert aux 2/3 de montagnes. Chargé de plantes vertes et de matériel de bricolage, cet agriculteur attend son train pour rejoindre son exploitation à 1300 mètres d'altitude. Nous n'avons pas de route là-haut, donc on ne peut pas prendre la voiture ou un camion pour acheminer le matériel. Nous avons une exploitation agricole avec des vaches, et même les vaches doivent être transportées avec le train.
Pour nous, le train, c'est notre bouée de sauvetage. Arne Gaber est lui instituteur dans le petit village de montagne de Wengen. Chaque jour, il part à son travail et en revient en train. Les Suisses appellent ça pendulé. Et aucune chance de se tromper. L'horaire est dit cadencé, c'est-à-dire répétitif tout au long de la journée. Ils partent toujours 4 minutes après l'heure pleine et 4 minutes après la demi-heure, donc 04 et 34. 5 minutes pour changer de train, toujours sur le quai juste en face, et départ là encore toujours à la même heure. En Suisse, on ne change pas les habitudes des pendulaires. Le matin, ils sont toujours à l'heure. Toujours. Je dois me lever tôt, je ne dois pas compter sur un retard du train. Quand on parle de la ponctualité suisse, c'est une réalité. Oui, elle existe vraiment, oui, partout en Suisse. 93% des trains arrivent à l'heure en Suisse. Dans le monde, seul le Japon fait aussi bien. Tous les quais de gare sont d'ailleurs équipés des mêmes pendules qui, étrangement, ne semblent pas très précises. L'Office fédéral des transports assume. Voilà, regardez maintenant ce qui va se passer quand la trotteuse arrive vers 0. Elle va s'arrêter environ 2 secondes. La minute, elle dure 58 secondes. Ça vient de l'époque où effectivement le départ de train était donné soit par le chef de gare ou encore par l'accompagnateur. Ça lui permettait vraiment d'être sûr que le train part pile poil à la seconde près. Une bonne raison de préférer le train. La Suisse est champion du monde d'utilisation des transports publics. En 2023, c'est de 2466 km par habitant à l'année par le train. Donc là, on est vraiment fiers aussi qu'on a un système de transport public qui est utilisé et on voit l'offre crée la demande. Il y a une qualité équivalente dans tout le pays. Car la loi impose que le moindre territoire de plus de 100 habitants soit desservi toutes les heures par un transport public. Montagne ou vallée, le train se faufile partout, jusque dans le garage de ces 2 anciens cheminots. Nos trains suisses, on en parle partout. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on est quand même un peu une référence. Voilà. Le train suisse ou l'éloge de la lenteur. Rien à voir avec le modèle français. Il faut dire que les distances sont relativement courtes et on ne peut pas lancer un train à 380 à l'heure parce qu'à peine il a atteint la vitesse, il doit freiner. Alors c'est pas la peine. Le but du chemin de fer suisse, c'est d'avoir des trains pas rapides mais des avoir souvent. On va à la gare puis il y a un train qui vient. Donc vous n'avez pas besoin de réfléchir, de regarder, de prendre l'horaire français qui est déjà une bible. Hein. C'est d'accord. Savoir s'il roule avant les grèves, après les grèves, pendant les jours fériés, après les jours fériés, quand le président est avec madame en vacances. Et on a un bel angle pour faire des photos. C'est sensationnel. Qu'il pleuve, qu'il vente. Voilà. Oui, c'est le cas de le dire. Ben voilà, top. Ah ouais. Ce jour-là, Jürg Setti et Mario Stefani travaillent pour leurs archives. Ils sont venus photographier l'une des plus anciennes lignes ferroviaires de Suisse. Ça va peut-être une fois disparaître, donc il faut vite l'immortaliser. Voilà. Il y a d'historique. À cet endroit, les trains, aussitôt arrivés, repartent en sens inverse. Un détour obligatoire pour relier Neuchâtel au bord du lac à La Chaux-de-Fonds dans les monts du Jura. Car la pente est trop raide. Mais pour les chemins de fer suisses, une modernisation s'impose avec un train direct entre les 2 villes. On passera sous la montagne de Chaumont, en tunnel, et à nouveau en souterrain sous la montagne de la Vue des Alpes, qui est derrière nous. Le nouveau tracé qui est plus direct, c'est des pentes beaucoup plus élevées à 5%, ce qui est extrême déjà en matière d'exploitation ferroviaire. Donc il existe des lignes qui ont cette pente, ce n'est pas en première, mais ici la vitesse elle est beaucoup plus élevée, donc dépassera par endroit les 100 km/h. Donc c'est cette association entre la pente et la vitesse qui fait que c'est un projet de grande ambition. En fait, il y a des défis techniques qui l'attendent. Aujourd'hui, il est plus rapide de relier les 2 villes en voiture, 20 minutes, au lieu de 27 minutes par le train.
Le but, c'est de contrer l'évolution et ce développement du trafic individuel par une offre en transport public qui est plus attrayante. Donc, le nouveau projet propose un temps de parcours qui est de 15 minutes, donc divisé par 2. On veut que le voyageur qui utilise sa voiture privée utilise en réalité le transport public. Quand ce jour viendra, la petite gare de Chambrelien sera fermée. Et au buffet de la gare, la clientèle se réduira peut-être à nos 2 anciens cheminots, amoureux des trains. On va trop chaud. Oui. Un ballon de blanc à bitter, ça joue. Marie, tu peux nous mettre ça? Voilà, santé ces messieurs. Santé. Alors, tant qu'il est bien établi ici, et puis qu'il y a des affaires et tout ça, t'as pas une certaine crainte si les trains viennent plutôt tourner là-devant, s'il faut la ligne directe? J'ai pas vraiment de crainte pour moi, parce que le temps qu'ils creusent le tunnel, ça va prendre un certain temps, à mon avis. J'en entends parler depuis l'âge de 25 ans. Comme j'en ai bientôt 70, je pense que je suis pas sûr que je mangerai pas les pissenlits par la racine quand ils arrêteront les trains. En Suisse, quand la neige fait son apparition et que les cols sont fermés, le train peut aussi venir au secours des automobilistes. Il y a beaucoup de neige. Le train, c'est plus facile pour arriver en Italie, plus pratique. Combien de temps vous mettez? 20 minutes. À la place de, je pense, 2 heures. 20 minutes de trajet sous la montagne, durant lesquelles le conducteur peut se reposer avant de reprendre la route. Une route où les camions se font de plus en plus rares. Pour traverser la Suisse, prendre le train est une obligation. C'est même inscrit dans la Constitution au nom de la protection des Alpes et de leur environnement. Marcel Zibert est chauffeur routier. Sa route s'arrête le plus souvent au terminal ferroviaire d'Aarau, dans le nord de la Suisse. Depuis 17 ans, je conduis en Suisse et j'ai toujours amené la remorque au camion. Jamais à travers les Alpes avec votre camion? Non, jamais. Je dois descendre et défaire la remorque. La remorque est installée sur le train. Le chauffeur repart à vide. Une centaine de remorques sont ainsi chargées chaque jour au terminal d'Aarau. Il y a un autre chauffeur en Italie qui récupère le chargement pour l'apporter au client. Et pourquoi vous n'apportez pas le chargement en Italie? C'est moins cher, en train. Et plus écologique. Où va-t-il celui-là? Stabio. À Stabio, ok. Avec 3 opérateurs de fret ferroviaire, la Suisse a réussi à réduire son trafic camion. 900 000 par an sur les routes aujourd'hui, au lieu d'1,5 million il y a 25 ans. Au niveau de la Suisse, on a pratiquement 40% des marchandises transportées qui le sont sur le rail. Si vous le comparez avec d'autres pays européens, par exemple en Allemagne, je crois qu'on est à peu près à 19%, en France, on est à peine à 9%. Au niveau du transport transalpin de marchandises, nous avons à peu près 72% des marchandises qui prennent le train. Des trains qui s'engouffrent à grande vitesse sous les Alpes, dans le plus long tunnel ferroviaire au monde. 57 km. Le Saint-Gothard, achevé en 2016 après 17 ans de travaux qui ont coûté 11 milliards d'euros. Un tunnel contrôlé depuis ce bâtiment, surnommé le périscope. En ce moment, ça va. Ça marche. Il y a un petit peu de retard en venant de l'Italie, mais c'est pas très grave. Donc, en bleu, c'est les marchandises. Et en rouge, ce sont les voyageurs. Il y a 66 trains de passagers par jour dans le tunnel de base du Saint-Gothard et plus ou moins 100-120 trains de marchandises. En matière ferroviaire, la Suisse accumule les prouesses techniques. Entre ses viaducs vertigineux
et ses trains les plus longs, les plus pentus ou les plus hauts d'Europe. Comme celui de la Jungfrau, percé dans la montagne il y a plus d'un siècle, pour rejoindre la gare la plus haute d'Europe à 3454 mètres d'altitude. Quelques marches encore, et la vue sur les sommets et le glacier est imprenable. J'avais un peu peur à cause de l'altitude, mais honnêtement, ça vaut vraiment la peine. C'est fou comme c'est beau. C'est une expérience incroyable. Les ouvrages, les trains, c'est dingue. La Suisse est magnifique. 1 million de touristes viennent chaque année à cet endroit surnommé le sommet de l'Europe. Un site préservé et intact, peut-être parce qu'il n'est accessible qu'en train. Vous restez sur France 2 dans un instant, le journal Météo-Climat d'Anaïs Baydemir, puis une nouvelle série, cette nuit-là. Pour l'info, rendez-vous à 23h, Canal 27 avec Alexandra Usan. Demain à 6h30, Télématin, Flavie Flamand, Jean-Baptiste Marteau. À 13h, Julien Bugier. Je vous retrouverai à 20h. Passez une belle soirée, à demain. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, Canal 27. Samedi matin, en direct, France 2 et France Info vous proposent une édition exceptionnelle